bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire. Et attendez un petit peu que je vais. Oui, on est le 9 septembre, il est 18h30. Je demanderai aux gens dans la salle de bien vouloir fermer la sonnerie de leur cellulaire, s'il vous plaît. Et je vais demander au directeur général, directeur général et greffier trésorier de bien vouloir faire lecture de l'avis de convocation, s'il vous plaît. Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à M. André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donné par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances mardi le 9 septembre 2025 à 18h30 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants. 1. Personnel. 2. PPC-moi. Ça a été donné à l'honoré le 5 septembre 2025 et ça a été signé par moi-même. Merci beaucoup. On passerait au point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme José Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 2, adoption de l'ordre du jour. Proposé, appuyé, résolu d'adopter l'ordre du jour suivant. 1. Personnel. 2. PPC-moi, donc projet particulier. L'acronyme au complet, je ne saurais... Attendez, je vais vous le donner quand même, c'est important, c'est l'ordre du jour. Alors, donc, c'est projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène au point 3, personnel, lettre d'entente. Considérant l'annexe H, retraite progressive de la convention collective actuellement en vigueur entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4652 et la municipalité de Lanoraie, considérant que le salarié 07-0231 a sollicité une entente conformément aux dispositions prévues à cette annexe. En conséquence, proposé appuyé résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente sollicitée et ce conformément aux dispositions prévues à la convention collective. Et là, en fait, je pense que l'expression parle d'elle-même. On parle d'une retraite progressive. C'est inclus dans la convention collective. Les employés qui veulent prendre leur retraite, bien, ils peuvent la faire de façon progressive. Alors, il y a une entente qui est signée entre les parties, c'est-à-dire l'employé, le syndicat et la municipalité, pour justement permettre à cette personne-là de se prévaloir d'une retraite progressive. Je sais que ça fait très froid, là, les numéros, mais c'est comme ça qu'on doit le faire maintenant. Donc, le salarié 07-0231. Voilà. Désolé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme José Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Point 4, personnel. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à afficher un poste de journalier parc et espace vert à temps partiel. C'est pas tout à fait la question à laquelle j'ai répondu tantôt, M. Lavallée. Mais vous avez compris que celle-là, c'était déjà fait. Je m'en excuse, j'ai induit en erreur. Mais là, ici, c'est vraiment pour afficher un poste de journalier parc et espace vert à temps partiel. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 5, projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, lot 5 515 390. La séance du début du mois, ce projet de résolution-là était à l'ordre du jour. On l'a reporté en se disant qu'il y avait des questions qui étaient restées en suspens, puis il y avait une ambiguïté, puis on voulait s'assurer qu'on avait bien saisi tout le monde. Puis cette ambiguïté-là, on va l'expliquer parce que je pense que il y a certaines personnes qui ont peut-être, ou j'ai mal expliqué, probablement que j'ai mal expliqué, mais bref, lorsqu'on s'en est rendu compte, on s'est dit, il vaut mieux reporter, clarifier les choses, puis s'assurer qu'on donne la bonne information à la population. Monsieur Maheu, est-ce que vous pouvez faire apparaître la page ou l'acétate, ou je ne sais pas comment le dire. L'acétate. C'est juste ça. Donc, en passant, les gens sur Facebook, vous avez des questions, on va tenter d'y répondre. On va y répondre, et si on ne peut pas, bon, on ira chercher la réponse, mais en général, on y arrive. Donc, prix des loyers, 3,5, 4,5, 5,5. On a des prix abordables, SCHL à 900, médian SHQ à 1000, prix du marché.
Prix du marché, évidemment, ça va varier. Le marché, soit s'il y a une surabondance de loyers, les prix vont baisser. S'il manque de loyers, les prix vont monter. C'est l'offre et la demande. 4,5, on a abordable SCHL. Donc, SCHL, l'acronyme, c'est Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et le prix abordable d'un loyer, même si le mot abordable est un peu galvaudé parce que les gens disent à 1200, c'est pas abordable, mais ça reste que c'est le terme employé. 1200 $, médian Société d'habitation du Québec, 1300. Le prix médian, ils vont prendre le prix par région, le prix le plus haut, le prix le plus bas. Ils vont les éliminer, puis ils vont aller chercher la médiane, qui est dans ce cas-ci 1300. Prix du marché neuf, on parle de 1500. 5,5, abordable SCHL 1350, médian SHQ 1500. Prix du marché neuf 1700. Est-ce qu'on avait une autre acétate où on monte? Non, c'était celle-là. C'est celle-là. Alors, là où il y a une certaine ambiguïté, puis on veut la clarifier, c'est que c'est pas les 20 logements qui vont être assujettis à ces prix-là, c'est-à-dire au niveau de abordable et médian. Ce que la SCHL prévoit dans le montage financier pour soutenir un entrepreneur à construire un immeuble, elle prévoit que l'entrepreneur peut mettre entre 10 et 15 et 25, entre 10 et 25 des loyers, des appartements d'un immeuble, donc en convention, c'est-à-dire avec une entente avec la SCHL, des prix abordables ou médians. Donc, c'est entre 10 et 25. Ce qu'on en est arrivé en discussion, c'est d'ailleurs inclus dans la résolution de ce soir, du PPC moi, c'est qu'on a inclus dedans 25 %. Donc, on va au maximum autoriser. J'explique la raison, en fait. C'est que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, autant les deux, ou la SHQ, c'est que le soutien gouvernemental pour la construction de logements à prix abordable, il arrête à 25 %. C'est-à-dire le montage financier prévoit qu'en haut de 25 %, si l'entrepreneur décide d'en mettre 40 % ou 50 %, bien, la différence, c'est lui qui l'assume de son propre chef. Donc, c'est des coûts supplémentaires qui viennent influencer, évidemment, la rentabilité du projet. Et la SHQ dit qu'à 25 % un projet va être rentable, donc va être périn. Je ne sais pas si c'est une question de rentabilité, là. C'est une question qu'il y a de l'entretien, il y a des choses à faire pour avoir un immeuble. Lorsqu'on a un immeuble comme ça, il y a des choses à faire et ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc l'adéquation, elle se limite à 25 % des logements qui tombent sous la fourchette, donc ou plutôt sous l'étiquette de abordable ou médian. Je tiens à le préciser parce que même nous, on s'est aperçu par la suite qu'on n'avait pas donné peut-être l'heure juste. Alors, 25 % de 20 logements, ça fait 5 logements. Par contre, pas par contre, mais comme 3,5, 5,5, 4,5. Alors ça reste au propriétaire de décider. Ça va être un 5,5, un 4,5, 3,5. Lesquels de ces nombres de pièces-là, d'appartements, sera dans la fourchette du 25 %? Ça reste à la discrétion de l'entrepreneur, bien sûr. Mais, je tiens à le préciser, c'était pas clair la dernière fois, il va y avoir 5 logements qui vont tomber sous la coupe de abordable médian et non pas les 20, parce que certaines personnes avaient peut-être compris que ça serait les 20. Alors, je m'en excuse si la confusion a été semée. Et c'est pour ça qu'on voulait clarifier et faire une extraordinaire et ne pas le voter la semaine passée. C'est l'explication que je donne. Dans la salle, moi, je vais aller me rasseoir à ma place. S'il y a des questions, on va y répondre. Faut que je me nomme? Oui, absolument. Daniel Jean. Donc, seulement 5 logements qui sont subventionnés. Donc, ça veut dire que les autres ne sont pas subventionnés. C'est ça, exact. Je comprends? Ça va être au prix du marché, en réalité. Au prix du marché, d'accord. Ah, non, attendez. Ah, c'est au prix médian. Oui, j'aimerais ça. Voulez-vous, il va l'expliquer? Il va répondre à votre question mieux que moi. Ça ne vous dérange pas? Oui. Non, là, il faut parler dans le micro. Il ne faut pas tourner la tête, M. Laurando. Approchez-vous. Levez-le. On va le lever parce que je suis un petit peu vulgaire. Allez-y. Oui. Le prix médian de la SHQ, c'est vraiment un calcul qui est fait auprès du gouvernement pour l'ANOREE, spécifiquement en ce qui a trait de la démographie actuelle, des loyers qui sont sur le marché, et c'est le suggestif quel prix devrait être offert pour permettre un accès au logement abordable. C'est sûr que c'est à cause du terme abordable que ça vient mêler avec l'autre terme, mais c'est de la définition abordable au Québec puis au Canada, c'est pas tout à fait la même utilisation. C'est juste que j'ai marqué médian SHQ pour essayer d'expliquer. C'est un calcul scientifique
pour arriver à un prix qui est le plus juste possible. Donc, moi, je m'engage à offrir 5 logements abordables SCHL et le restant en prix médian de la SHQ, qui est une base de loyer qui devrait être plus accessible pour le public. Le restant étant les 15 autres logements? Les 15 autres logements. Ben, voici. Le prix du marché, c'est qu'est-ce qu'on retrouve présentement. Bon. C'est toutes les annonces qu'on voit qu'est-ce qui a été marqué. Donc, le prix médian, c'est vraiment qu'est-ce qui est suggéré par le gouvernement, la SHQ, pour l'ANORES spécifiquement présentement. Donc, pour ma gouverne, je récapitule, restez là, pour être sûr que je ne me trompe pas. Pour ma gouverne, je récapitule. Il va y avoir 5 logements. Oui. Monsieur Maheu, pouvez-vous remettre la diapo, s'il vous plaît? Ah. Désolé. En fait, pour faire simple, encore plus simple, il n'y aura aucun logement dans cette bâtisse-là qui va être au prix du marché. C'est ça. Mais il va en avoir 5 qui sont, eux, abordables, puis il va en avoir 15 qui vont être au prix médian du Québec, là, spécifiquement à l'ANORES. Et ça, c'est réévalué à tous les ans ou à peu près? Non. Même pas? Allez-y. Je vais prendre la partie abordable, je vais prendre le 3,5 pour expliquer ça plus simplement. Année 1, 900 $. Année 2, augmentation du TAL de 3 %. Le prix augmente. La personne elle décide qu'elle ne renouvelle pas, elle s'en va, le prix redevient à 900 $. Ah, OK. Ça suit le barème de la SHL. C'est pas moi qui décide pour les prix de ceux qui sont sélectionnés pour les logements exactement. Par la suite, le prix médian, c'est le même principe. Ça suit les augmentations normales du TAL. La personne décide... Le TAL étant le tribunal administratif du logement. Du logement. C'est bon. La personne déménage, ça va redescendre en même temps. Ah, OK. Donc, il y a des jeux, mais vu que le marché augmente, le médian va monter pareil par année, mais il ne rattrapera jamais le TAL présentement. OK. Madame Jean, est-ce que ça répond à la... En tout cas, moi, ça m'éclaire beaucoup. Hein. Merci, M. Laurando. Ah, ça répond, c'est sûr. Good. Mais pour d'autres personnes qui restent aux alentours puis que leur loyer coûte moins cher de ce qui est écrit là, est-ce que ça peut faire monter nos loyers? Je pose la question, ça dépend toujours du propriétaire, mais n'empêche que ça vient changer le médian, là. Ouais. Mais je serais étonné que ça soit moins cher. Honnêtement. Moi... Non, mais je dis ça, non, mais votre hypothèse, il faut la regarder, effectivement. Mais je serais étonné que ça soit moins cher. Parce que pour arriver à des prix comme ça, c'est sûr qu'il y a un soutien de la Société canadienne d'habitation du logement. Il y a un soutien qui est là. Oui, madame. Qu'est-ce que je fais? Oui, non. Je voulais juste dire que les gens qui sont dans un logement depuis des années, c'est sûr qu'ils ont le privilège d'avoir un prix qui est moindre. Là, on parle de logements neufs ici, à ce prix-là. Je pense pas, moi, qu'à l'ANORES, demain matin, quelqu'un construirait, puis ça serait nécessairement ces prix-là, à moins d'entente, là, comme on a présentement. Là. C'est juste ça que je voulais rajouter. Alors, si je comprends bien, la rencontre de ce soir, ça a juste rapport avec le prix des loyers, c'est ça? Bien, on voulait s'assurer que... Tout le monde avait compris. Bien, surtout moi, en passant, parce que moi, j'avais vraiment pas tout saisi. Là, c'est très, très clair. Parce que pour moi, j'imagine que les gens aussi, c'est très clair. La rencontre de ce soir, oui, c'était ça, parce que c'était une question importante. Parce qu'on ne voulait pas que les gens partent avec l'idée que c'était tout des... Les 20 logements étaient tout abordables. C'est pas clair. Là, c'est clair. OK, je comprends moi aussi, c'est clair. La rencontre de ce soir, c'est aussi pour autoriser ou refuser la construction. C'est pas juste de parler des loyers, c'est de clarifier cet aspect-là. Non, mais la rencontre de ce soir, c'est est-ce que le Conseil va vouloir voter la résolution qu'on va lire? C'est ça la rencontre. Puis si la résolution, bien là, on devance un peu, là, mais la résolution, on va la lire. Si le Conseil est d'accord, il va voter cette résolution-là. Et il y a un processus très démocratique qui peut s'enclencher. Et est-ce qu'on a les chiffres à peu près, monsieur? Plus ou moins 12, c'était bon ou pas? Tantôt, on parlait... Est-ce qu'il y a eu à signer un registre? Attendez un petit peu, c'est ça dont on va parler. On n'est pas rendu à l'étape. On n'est pas rendu là. Ça, je me demandais. Roger, je peux en parler. Dans la mesure où le Conseil adopte la résolution ce soir, il y a un avis public qui va être diffusé. L'avis public va venir établir les règles au niveau de la tenue d'un registre. La première des choses, ça va prendre une demande qui est faite par au moins 12 personnes d'une même zone, s'il y a plus de 25 personnes dans la zone, ou sinon de la majorité des gens de la zone. Donc, de tenir un registre. S'il y a une demande comme ça, dans les 8 jours qui suivent la publication de l'avis, il y aura registre. S'il y a registre, à partir de ce moment-là, on évalue environ 90 personnes qu'il faudrait qu'ils signent le registre pour qu'il y ait... C'était pas 12 personnes? C'est deux choses. C'est deux choses complètement différentes. Il y a 2 étapes. La première étape, il y a 3 étapes. Première étape, le Conseil vote cela. Deuxième étape,
les gens qui voudraient s'opposer au projet vont devoir le signifier. Donc, pour le signifier, il faut qu'ils signent un petit document, c'est 2 phrases, tout simplement dire qu'ils veulent qu'il y ait une tenue de registre pour ce projet-là. Alors là, le directeur général est là pour ça. Si jamais les gens ils veulent savoir quelle phrase et comment l'écrire, il va les aider à le faire. Donc, les gens vont écrire une phrase, vont signer le document. Évidemment, il faut qu'ils demeurent dans les dites zones, là, évidemment. Alors ça prend 12 personnes. S'il y a 12 personnes qui signent un document comme ça, là, à ce moment-là, va s'enclencher la tenue d'un registre, 3e étape. Et là, à ce moment-là, ils ont 8 jours à partir de ce soir. Si c'est voté ce soir, non, à partir de l'avis public. Puis l'avis public va paraître dans à peu près, mettons, 5-6 jours. Il y a des vérifications à faire pour avoir les bons chiffres, là. Et quand l'avis public va sortir, les gens ont 8 jours pour venir déposer à la municipalité en main propre. Pour venir signer. 8 jours pour venir signer. Ils ont 8 jours pour venir dire qu'eux, ils veulent qu'ils se tiennent un registre. OK. Ça prend 12 personnes. OK. Ça peut varier d'un ou deux, mais c'est pas mal ça, 12 personnes. Un coup que ça s'est fait, mettons qu'ils sont 12 puis qu'ils atteignent le chiffre. À ce moment-là, il va s'enclencher à ce moment-là un registre, c'est-à-dire qu'il va y avoir tenue de registre à la municipalité. Ça va être annoncé. Tel jour, de 9 h le matin à 19 h le soir, ou quelque chose du genre, là, ça va être annoncé. Vous pouvez vous déplacer à l'hôtel de ville. Ça va être ouvert même sur l'heure du dîner, même sur l'heure du souper. Les gens vont pouvoir se déplacer et venir signer un registre. Oui, c'est ça, c'est à savoir les heures, combien de temps qu'on a. Ça va être indiqué aussi. Ça va être indiqué. Ça va tout être indiqué. Et là, les gens, s'ils atteignent 90 et plus, là, ça retombe dans le camp du conseil municipal. Et là, le conseil municipal va devoir décider. Il y a 2 choix. Un, il dit, écoute, on abandonne le projet, donc tout ça tombe à l'eau. OK? C'est possible, c'est démocratique. L'autre possibilité que le conseil a, c'est de dire, ben là, on va tenir un référendum sur la question. Et là, M. Maheu, peut-être nous dire quelle zone ça toucherait un référendum. C'est la zone visée ainsi que les zones contiguës. Donc, le projet est dans la zone R110 du plan de zonage. Donc, dans cette zone-là, plus toutes les zones qui sont contiguës au plan de zonage. Fait que ça, encore là, il va y avoir un plan de publié à même les avis publics, de savoir pour qui ça s'applique. Mais le zonage, ça serait-tu toute la Noret ou non, c'est juste la partie, mais regarde, est-ce qu'on a la carte? On l'avait l'autre jour. Peut-tu y avoir 90 personnes dans le zonage qui peuvent venir signer? Il va en avoir plus que ça. Plus que ça? Ah ben oui. Bon. Ah ben oui. Parce que c'est combien le pourcentage? 12, 15 de demande? C'est 10 Donc, ça veut dire qu'il y aurait 900 personnes qui seraient touchées, là. Il y en a 90 qui se déplacent, qui signent le registre. Ça revient dans le camp du conseil. Le conseil va avoir 2 choix. Soit il annule le projet, soit il va en référendum. Et là, ça va être 50 plus 1 dans les zones contiguës à la zone R110. Mon autre question qui n'a pas rapport avec les prix des loyers, je ne sais pas si je peux... Allez-y, on est là pour ça. J'ai peut-être mal lu la première fois, ça peut arriver avec le coup de l'émotion, mais est-ce que j'ai bien compris qu'il faut que 50 des arbres restent là, puis qu'il pourrait y avoir... Non, hein? C'est pas ça, hein? Non. En fait, il va y avoir... le règlement actuel prévoit un nombre d'arbres lorsqu'on fait un projet. Oui. Sauf que le PPCMOI, lui, on peut décider que le PPCMOI d'en mettre plus ou moins. Dans ce cas-ci, on en demande plus. On demande 50 de plus que ce que le règlement prévoit. Avec une autre sortie, ça se peut-tu, une autre sortie de rue ou... Non, je pense pas que ce soit possible. Désolé, on a parlé l'autre jour, mais ça serait pas possible de faire une autre sortie. Il y a la rue Guinard, le prénom, c'est quoi déjà? Pierre Guinard. La rue Pierre Guinard, ça, c'est dans les plans l'année prochaine de faire cette sortie-là. Mais c'est pas en lien avec le projet. Mais ça va permettre, effectivement, d'avoir moins de circulation là parce que les gens vont pouvoir sortir sur chemin Joliette. J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que c'est un PIIA. C'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Okay. L'intégration d'implantation. C'est un outil urbanistique que le gouvernement met à la disposition des municipalités. Il y a une procédure pour l'adopter. Un coup qu'on l'a adopté, on peut l'utiliser. C'est la même chose que le PPCMOI. C'est un outil qui est disponible. C'est pas toutes les municipalités qui ont ces outils-là ou qui les utilisent. Mais un PIIA, c'est ça. Vous en avez plusieurs à Lanoraie. Il y en a un qui est pour le vieux Lanoraie. Il y a un PIIA. Puis, à l'intérieur d'un PIA, vous pouvez mettre des règles. Exemple, vous pouvez décider que les maisons doivent être de tel type de couleur, les toits qui sont en tôle, si jamais il y a une réparation, restent en tôle. Donc, dans le fond, c'est pour, je dirais, améliorer là, ou maintenir un caractère particulier d'un secteur. Est-ce que ça peut s'appliquer dans ce secteur-là? Le PPCMOI permet... Non, le PIIA. Oui. Présentement, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Pas sur ce terrain. Il y en a pas. Il y en a un sur la rue des Étangs
Il y en a un, le développement des étangs, il y a un PIIA. Il y en a un ici. Il y en a un qui est pour les constructions à cours avant, là, qui touche plusieurs zones, plus à l'extérieur du village, certaines zones du village. Mais c'est que l'outil qu'on utilise présentement, là, qui est devant nous, le PPC-moi, lui, le PPC-moi permet de passer outre au PIA. Il permet de passer outre à toutes les règles d'urbanisme. Mais on dit ça, on dit, ouais, mais à un moment donné aussi, il y a 11 pages de conditions. Qu'on a voté. Le PPC-moi, il y a 11 pages de conditions à l'intérieur desquelles on peut baliser le projet. Puis une des conditions, en passant, c'est est-ce que ça apporte une valeur? Tu sais, l'autre jour, il y a un monsieur, je ne le nommerai pas, il y a un monsieur qui a posé une question, est-ce qu'il pourrait y avoir un 50 logements? La réponse, c'est avec un PPC-moi, ça serait possible. Sauf que la réponse, c'est que est-ce que le conseil dirait oui, un 50 logements? Pas sûr. Parce que c'est quoi la valeur ajoutée de 50 logements à la Lanoraie? Pas sûr que c'est vraiment ça qu'on veut puis ça qu'on a besoin. Fait que non, mais peut-être, il faut savoir une chose, c'est qu'un PIA, comme un PPC-moi, c'est pas un règlement normatif. Un règlement normatif, là, tout le monde est assujetti dans une zone. Mettons qu'on vote un règlement, là, il n'y a pas de flexibilité. Un règlement, ça s'applique à tous. Tandis qu'un PIIA, ça donne une certaine flexibilité au conseil municipal pour autoriser ou non un projet. Je ne sais pas si c'est assez clair. Un PPC-moi aussi. Un PIIA et un PPC-moi aussi. Les deux, c'est pas normatif. Donc, c'est pas un cadre précis où les gens qui travaillent à l'urbanisme, ils ont 8 cases, puis s'il y en a une des 8 qui ne peuvent pas cocher, le projet ne peut pas se faire. Ça, c'est normatif. Mais dans un PIIA ou un PPC-moi, il y a une flexibilité où ça passe devant le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, qui nous fait ses recommandations. On regarde le projet, et puis même s'il ne coche pas les cases, le conseil peut dire oui ou non pour qu'un projet se fasse ou pas, ou avec modification ou sans modification. Est-ce qu'une municipalité peut refuser d'aller en référendum? Oui. Ou... Bien, oui. Deux choix. Soit le conseil dit on va en référendum, soit le conseil dit on abandonne le projet. Un des deux. Oui, il va falloir statuer à un moment donné, effectivement, oui. OK. Bon. C'est bon? Bon, oui, mais je sais que on va entendre du bruit pendant plusieurs mois, fait que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça qui est ça. Comme j'expliquais à Mme Jean l'autre jour, demain matin, le promoteur, il débarque à l'urbanisme ici, puis la zone permet déjà de construire 8 maisons. Oui. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça, on peut pas nier ce droit-là. C'est un droit qui existe. Non, c'est correct. Le zonage est comme ça. C'est bon aussi de développer. Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, moi, je pense que le promoteur a bien entendu la population. Il a répondu à l'ensemble des 11 pages. Pas évident, là, je vais vous dire, parce que même moi, quand j'ai vu ça, 11 pages, c'est pas évident là, à répondre à ça. Donc, on parle de tout l'aspect extérieur, la hauteur, les niveaux de terrain. On a même au niveau des bennes à ordures. Là, bon, je m'excuse de vous interrompre, mais n'empêche que la rue François-Laliberté n'est pas faite pour avoir autant de trafic. Là. Ça coupe carré, il n'y a pas assez de largeur, puis il n'y a pas de bande de neige. Là. Pour le moment, il n'y a pas de bande de neige, là, mais j'ai pas vu sur le plan quelque chose qui était invitant là, à rouler dans ce coin-là. Puis moi qui vis là, c'est ça, là, je trouve ça moins de fun, là, cette partie de rue-là qui c'est étroit, là. Je ne sais pas si vous êtes venu, là, mais... Oui, je passe là régulièrement. Ah oui, vous venez faire votre jogging? Ah oui. Ah non, je ne cours pas là, Non, faites pas ça, il y a des trous. Ben, je vais l'essayer, tiens. Demain, je vais descendre au village. Allez donc là, voir. Je vais descendre au village. OK. C'est bon? Oui, ben c'est bon, mais c'est sûr que c'est pas large. Soyez aux aguets, j'avais passé chez, je sais pas si vous avez vu sur François Laliberté, d'après moi, je pars à 6h30 à 7h. 7h, on va se croiser. Je vais passer. Je ferai un petit pout-pout. Fait que là, le challenge est lancé. Non, n'empêche que c'est vrai, la rue est vraiment pas large, puis c'est dangereux. Okay. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on va développer la rue Pierre-Guinard. Donc, ça fait le U, là. C'est l'autre rue, l'autre bord. Oui, je comprends, mais ça va enlever beaucoup de... Pierre-Guinard, c'est celle qui est l'autre côté, là. Ils ont fait des travaux cet été pour la pharmacie, ils ont passé l'aqueduc. Là, OK. Donc, ça passe sur François-Laliberté pour se rendre là. Oui, absolument. Il n'y a pas de choix, là. Le chemin Joliette, Pierre-Guinard, vous tombez sur François-Laliberté, ou bien au Harnois, vous tombez sur François-Laliberté.
Donc, il va y avoir une sortie qui va permettre une meilleure circulation. Mais il y a juste une sortie pour se rendre à part Pierre Guignard pour aller sur chemin de Joliette, c'est ça? Pour l'instant, il y en a une, il y en aura deux avec Pierre Guignard. OK. C'est bon? Oui. Merci. Est-ce qu'on a des questions sur... Non. Oui, bien sûr. M. Commando, en lien avec ce qu'il nous a indiqué tantôt, vous avez dit, bon, il va y avoir 5 logements abordables et 15 médians. Oui. Et là, je ne sais pas si c'est vous ou c'est qui a dit que le prix médian était suggéré par Habitation Québec. C'est pas suggéré. Dans le fond, c'est la Société d'habitation du Québec a des barèmes pour chacune des municipalités. Grosso modo, ils sont capables de dire où est-ce que le prix devrait être pour que les gens aient un accès au logement. Ah oui. Faut-tu le répètes? Donc, il y a déjà des barèmes qui sont suggestifs pour les régions. Mais dans la construction neuve, tout dépend des entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de descendre à ces prix-là. OK. Puis là, comment est-ce que, dans le fond, eux, vous allez les consulter pour baliser le prix de vos logements au départ, c'est ça? Dans le fond, la convention, quand c'est construit, tout est attitré pour ce qui est des 5 abordables, ainsi que le prix de la SHQ. OK. Parce que, étant donné que c'est provincial, la SHQ, oui, pas le financement, mais la SHL est par-dessus, mais ils n'ont pas de données du Québec directement. Donc, c'est la SHQ qui fournit les données à la SHL. Puis admettons qu'un propriétaire, je spécule, là, mais admettons qu'un propriétaire ne respecte pas ce barème-là qui lui pas suggère qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Est-ce que le propriétaire des... Conventionné ou pas conventionné? Je vais juste vous répondre. Prenons l'exemple que vous allez avoir. Vous, ça va être conventionné? Oui. OK. Donc, à ce moment-là, conventionné. Qu'est-ce qui arrive à un propriétaire qui ne respecte pas pour ce qui est des 5 conventionnés SCHL, je suis tenu par Audi à chaque année de répondre. OK. Si je ne réponds pas, c'est une amende de la part de la SCHL, suivie d'une demande de remboursement. Dans le fond, il faut que je me trouve un prêteur rapidement pour pouvoir compenser, mais c'est pas quelque chose qui est facile quand tu te fais refuser par le gouvernement. Après ça, d'aller chercher un autre prêt ailleurs. Là. Disons. Mais c'est sûr que le financement de la part de la SHL vient s'assurer que le projet est solide, suivi par un spécialiste de la SHL qui est là pour vérifier que la viabilité soit sur une longueur, une pérennité d'au moins 20 ans. OK. Avant de pouvoir dire qu'un projet peut aller de l'avant. Fait que ça, c'est pour les 5 abordables. Puis pour les 15 autres médianes, mettons, ça serait-tu la même chose? Ça fonctionne-tu de la même façon? Présentement, la majorité des logements que je détiens sont tous dans ces gammes de prix-là. OK. Donc, moi, je suis un investisseur lent. Donc, je n'ai pas besoin de rentabiliser pour pouvoir construire un prochain de mes allons-y par patient. Patient, oui. Patient. Lent parce qu'on n'est pas pressé. C'est ça, exact. On fait nos choses, mais on est patient aussi. D'accord. OK, parfait, merci. Mais il n'y a rien qui régit, par contre, ces 15-là. Il n'y a rien qui régit ces 15-là. C'est vraiment un engagement de votre part. C'est un engagement. Mais un coup que le loyer a été mis, a été affiché, je suis tenu par les règles du TAL par la suite. Oui. Je ne peux pas arriver, puis je vais juste rajouter une petite chose, la dernière fois je l'avais dit, mais habituellement, on prend un contracteur non conventionné. À l'intérieur de la période de 5 ans, il a le droit de monter les prix comme qu'il veut. Il peut arriver et dire le 4,5 monte de 300 $ à la prochaine année, puis le locataire n'a pas le choix d'accepter ou de s'en aller. Parce que c'est dans la loi du TAL. Mais en étant conventionné, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, tous les logements qui sont affichés, je ne peux pas arriver un an après, 2, 300, 4, 5 ans, les monter parce qu'au final, je suis conventionné. Autant les conventionnés que les médians, la même chose. Et comme j'avais dit, les conventionnés, si la personne part, je retourne au palier. Je ne peux pas continuer le palier avec les augmentations du TAL que j'avais eues dans le passé. Mais quand vous disiez qu'on ne peut pas augmenter les loyers des conventionnés, vous ne pourriez pas, dans le délai de 5 ans, augmenter les loyers médians non plus. Non plus. Parfait. Donc, en étant conventionné, je ne peux pas arriver et dire que les 15 autres montent plus vite pour essayer de balancer, étant donné que, vu que je suis conventionné sur l'entièreté du site. D'accord. Pareil, malgré le fait que c'est juste 5, mais... Oui, la petite note manuscrite, pas besoin de l'ajouter. Okay. D'accord. En fait, je suis toujours sur Internet, c'est bon? Oui. Sur Facebook, ça va? Dans la salle, ça va? Pas de questions? Alors, je me lance dans la lecture de la résolution qui est un petit peu... je vais la lire tranquillement, là. Puis si jamais, avant de la voter tantôt, je vais la lire tranquillement avant de la voter. S'il y a des questions, vous
Vous pourrez me les poser à la fin avant que le vote soit pris. D'accord? Donc, point 5, projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, lot 5 515 390, deuxième projet de résolution. Considérant que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI, portant le numéro 2024-5063, vise à construire un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur 2 étages et dont les loyers sont assujettis aux normes de la Société d'habitation du Québec sur le lot 5 515 390 du cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-Laliberté, lequel est situé dans la zone R110. J'arrête tout de suite la lecture. Vous aviez une petite note en page. On la retirerait à ce moment-ci, étant donné les explications qu'on vient d'avoir. Ça va? À ce moment-là, M. Oui. Maire, peut-être qu'il faudrait changer une phrase dans le résolu. Qu'un minimum de 5 unités de loyer abordables et 15 médians qu'il faudrait peut-être ajouter à ce moment-là. Bien, c'est la suite. 5. Wow, on peut Parce mettre qu'on 15. dit 5 loyers abordables et d'accord. médians. On va tous bien y arriver tout de suite. Ça va? C'est bon? Parfait. Donc, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, acronyme PPC-MOI, en fait PPCMOI, numéro 1086-2023, considérant que cette nouvelle offre de logement facilitera l'accès à des logements abordables pour les citoyens de Lanoraie, considérant que le projet est un projet structurant pour la collectivité lanoroise et qu'il est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation de zonage et qu'ils sont sujets à l'approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Là, je vais vous lire le PPC-MOI permet de passer, j'essaie de trouver le bon terme, là, mais de déroger à certains critères qui se trouvent dans le règlement de zonage. Donc, entre autres, autoriser l'usage d'habitations multifamiliales 20 logements. C'est possible de le faire parce qu'on utilise l'outil qui est le PPC-MOI. Autoriser l'entrée sur une façade autre que la façade avant ou localisée dans une cour autre que la cour avant. Même chose. Autoriser une toiture ayant une pente de moins de 6,12 sur plus de 80 de la surface du bâtiment. Autoriser des galeries et des balcons de 1,8 m de saillie. Autoriser la mise en place de conteneurs à déchets en cour avant, qui seront, comme on le disait, quand même enfoncés dans le sol. Autoriser un total de 30 cases de stationnement au lieu des 42 de stationnement requises. Ça, c'est le PPC-MOI qui permet de passer, donc de déroger à ces obligations-là. Considérant qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PPC-MOI, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme. Considérant que le projet de PPC-MOI est conforme aux critères d'évaluation indiqués aux articles 34 à 39 du règlement 1086-2023, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, considérant qu'une consultation publique a été tenue le 27 août 2025 relativement à ce projet, en conséquence, proposé, appuyé et résolu. D'adopter, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 1086-2023, un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble portant le numéro 2024-5063 pour autoriser la construction d'un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur le lot 5 515 390 du cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-Laliberté, lequel est situé dans la zone R1-10 aux conditions suivantes. Qu'un minimum de 5 unités à loyer abordable et 15 unités à loyer médian soit inclus et maintenu à même le total des 20 prévus. Qu'une garantie financière équivalente à 5 000 $ soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux dans le respect des plans et conditions approuvés, lequel est remboursable à la fin des travaux. Que les plans d'architecture soient modifiés de façon que l'élévation nord du bâtiment principal présente les mêmes caractéristiques architecturales que l'élévation sud, donc ajout de fenêtres et d'un avant-toit au premier étage. Qu'un écran paysager soit ajouté entre la limite de l'eau au sud et l'emplacement prévu pour les matières résiduelles afin d'atténuer l'impact sur les résidences à proximité. Qu'un minimum de 23 arbres soit inclus au plan pour compenser la perte du couvert forestier.
que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Est-ce que, avant qu'on passe au vote, est-ce que j'ai d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, autant les gens qui nous écoutent sur Facebook que dans la salle? Vous dites 23 arbres. Il va rester 23 arbres. C'est ça que j'ai entendu? Normalement, le règlement prévoit 15. Ah, bravo. Mais 23. Avec tout ce qu'on a là, comme arbre, Oui. Oui. il va en rester seulement 23. Oui, et les essences d'arbres vont devoir être... dans le PPC-MOI, on identifie les essences d'arbres qui devront être plantées. Il y a la haie où est-ce qu'il y a le nom de la rue m'échappe. Hein? Des navigateurs. Des navigateurs. La haie qui est là, qui mesure quand même 2 mètres, je pense. Il y a une haie de 7 qui va être préservée, qui reste là. Bien sûr, ça ne sera pas enlevé. Il faut justement atténuer l'impact. Mais oui, ça va être ça. Parce que là, les arbres, vous avez quand même un bâtiment et un stationnement. Oui, mais il peut en rester un peu. Ça peut devenir des coupes-vents là, par rapport au vent, aux tempêtes ou quoi que ce soit. Là. Oui, je comprends. Mais on avait montré le plan l'autre jour, puis c'était ce que je viens de vous dire là. C'était des petites haies. Là. Non. Est-ce qu'on a le plan, M. Maire? On va vous montrer le plan. On l'a montré l'autre jour, puis ça correspond pile à ce que je viens de dire. Parce qu'on me disait qu'on ne pouvait pas garder d'arbres dans une forêt parce que les arbres peuvent tomber. Là. Ça ne se tiendra pas. Là. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais je sais que lorsqu'un arbre pousse et ça n'a pas été, en guillemets, cultivé, là, ce qu'on appelle, c'est que quand vous en enlevez trop autour, il devient très vulnérable au vent. Si vous voulez bien, Mme Jean, on laisserait la parole à M. Ritchie, si vous voulez juste... Attendez, montez le micro vers vous, parlez dans le micro. Oui. Si vous allez voir, là, le branchage des arbres, il n'y en a pas jusqu'à temps qu'on arrive dans la tête de l'arbre à 15 pieds. Le dernier 15 pieds. Donc, l'arbre est rendu mature, puis il n'y a plus assez de branchage pour bien se nourrir de photosynthèse. Donc, les arbres sont là. À la place de vivre une cinquantaine d'années, ils vont vivre 15-20 ans, puis après ça, ils vont mourir. Pour repartir une nouvelle pousse à tous les fois. Donc, cette zone-là n'est même pas viable à elle-même pour avoir les arbres qui vont devenir matures, parce qu'ils n'auront pas le temps de vieillir en santé, étant donné qu'il y a trop d'arbres dans la même région. Ce qui a été démontré dans le rapport qui a été remis à la municipalité. Ouais. Donc, oui, il va y avoir des arbres. Oui, il y a du couvert. Les arbres qui ont été sélectionnés, c'est pour, en majorité, enlever la force du vent, mais en même temps, il y a déjà des maisons, des constructions de tous les côtés. Le vent du fleuve il est coupé par les 3 maisons qui sont adjacentes sur la rue des Navigateurs. Par la suite, les arbres qui ont été choisis, c'est quand même pour du grand feuillage, au moins 15-20 pieds d'empêtement de chaque côté pour bloquer l'effet visuel et garder l'aspect du terrain. Par la suite, la Edson est déjà quasiment pratiquement 3 mètres quand j'ai été vérifié cette semaine. 3 mètres, OK. L'ajout d'arbustes supplémentaires. Et par la suite, il risque d'avoir un petit peu plus d'arbres sur le côté de la rue des Navigateurs présentement pour combler des trous. Pour avoir ça serait peut-être plus comment on appelle ça, de l'épinette pleureuse pour donner un aspect visuel aux arbres qui ont été plantés. Faire un agencement un petit peu plus coordonné. Donc, présentement, qu'est-ce qui est plate, c'est que la forêt a l'air en santé, mais en réalité, elle ne l'est pas. Plus un dos léger sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas de branchage dans les 30 premiers pieds de l'arbre. C'est parce que l'arbre n'est plus en santé. Si on mange, c'est comme manger une cuillère à soupe à tous les jours, l'arbre, c'est ça qu'il fait en ce moment. Il n'y a même pas assez de lumière qui touche l'arbre pour pouvoir le maintenir en santé et maturer. Parce que présentement, ce sont des arbres juvéniles qui sont là. Parce que ce terrain-là, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pratiquement pas d'arbres dessus. C'est des pousses adjacentes et du vinaigrier qui a renforcé le terrain. Puis tous les 4 autres terrains adjacents, il a fallu qu'ils coupent les arbres pour pouvoir construire des logements pour les gens. Puis ils vivent à la Narette. Donc, c'est le développement qui se fait. Mais on a essayé de garder... La première chose que j'ai faite dans le projet, c'est m'assurer qu'il y ait plus d'arbres que ce qu'il y avait comme recommandation du rapport. Puis je continue encore de bonifier, d'essayer de voir. J'ai rencontré des gens sur la rue des Navigateurs pour voir c'était quoi leurs inquiétudes. Après avoir présenté les plans, on a discuté. Et par la suite, j'ai rajouté moi-même des choses suggestives pour avoir un meilleur visuel du terrain. Parce que moi, je ne construis pas pour le plaisir de construire. Je construis pour une pérennité à long terme. Donc, j'espère avoir répondu à la question sur les arbres, pourquoi on est... Avant de vous laisser la parole, Mme Jean, je regarde le plan, puis il y a la bâtisse, puis il y a le stationnement. C'est rajouter plus d'arbres, je ne sais pas, là, mais moi, je pense que
ça pourrait toujours se faire, mais encore là, selon l'expert, l'ingénieur forestier, voilà, on exige 50 %. Est-ce qu'on aurait pu en mettre plus? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Il faut aussi avoir de l'espace, là. C'est quand même des habitations, les gens vont y vivre, là, ils vont pouvoir se déplacer, etc. Mais est-ce que c'est possible dans le stationnement d'avoir comme des îlots avec des arbres, des arbustes dans le stationnement? Si regardez, déjà, avec le PPCMOI, on peut aller en bas du 40, c'est 40 stationnements qui seraient requis, normalement, parce que c'est 2.1. J'imagine qu'il va y avoir des lumières dans le stationnement? J'imagine. C'est 2.1 stationnement. Là, au début, en fait, quand le projet a été présenté, on était de mémoire à 26 stationnements. Et puis là, on est rendu à 30. Parce que c'était vraiment une question qu'on a entendue, en fait, une préoccupation qu'on a entendue de la part des gens, dire il n'y aura pas assez de stationnement. Et on est passé de 24 logements à 20 logements, puis on a augmenté les cases de stationnement. Si on rajoute des arbres, on risque de perdre des cases de stationnement. À un moment donné, c'est une question d'équilibre. Tu sais. On essaie. C'est ça, c'était à 42 le stationnement. Là, on est rendu à 30. Il y a 20 logements. Exact. Bon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, merci. Je suis contente d'être venue constater tout ça ce soir. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook, monsieur? Valide à l'instant. Question de Mélanie Bibeau. Est-ce que M. Laurendeau peut expliquer à la dame la même chose qu'il nous a expliqué, les 3 maisons sur la rue des Navigateurs? Je ne sais pas, je n'ai pas assisté à l'explication des 3 maisons sur la rue des Navigateurs. On me dit que c'est probablement ce qu'il a fait pendant que la question est rentrée. Là. J'ai un décalage de mon côté. Ah, d'accord. C'est bon. Donc, ça va? Pas d'autre chose? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma gauche, c'est en faveur? OK. À ma droite? Alors, c'est unanime. Période de questions, on vient d'en faire une. Je pense que ce ne serait pas nécessaire d'en faire une deuxième. Quoique, je suis tenu de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est dans la période de questions. La réponse est non. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. Le vote à ma gauche, c'est en faveur de la levée de la séance. À ma droite, c'est unanime. Merci beaucoup. Passez une belle soirée.